Je me souviens encore du moment exact où mon fils m'a dit de sortir de la maison. Ce n'était pas un cri, ni une explosion de rage, mais un ton si froid, si détaché, que j'ai senti quelque chose de profond se briser en moi. Pendant des années, j'avais cru que cette maison était notre refuge, l'endroit où nous pouvions recoller les morceaux de notre passé, où je pourrais lui offrir la stabilité que je n'avais jamais eue moi-même. Mais ce jour-là, en me regardant comme s'il observait un étranger, il venait de faire voler en éclats toutes ses illusions. En sortant, j'ai senti mes jambes trembler, comme si elles ne m'appartenaient plus. Je ne savais pas encore si ce tremblement venait de la colère, du choc ou d'un pressentiment plus sombre, celui qui annonce que quelque chose est désormais irréparable. Pendant des années, j'avais porté seul la responsabilité de sa vie. J'avais assumé chaque absence, chaque erreur, chaque sacrifice comme un devoir naturel. J'étais devenu père trop jeune, dans des circonstances que je n'avais pas choisies. Sa mère était partie peu après sa naissance, laissant un mot trop court pour être honnête et trop clair pour laisser place à l'interprétation. Je l'avais élevé seul, jonglant entre 3 emplois, des nuits blanches, des loyers en retard, et cette culpabilité constante de ne jamais en faire assez. Quand il a eu 18 ans, j'ai cru que la tempête de notre vie s'apaisait. Il avait trouvé un travail, fréquentait de nouvelles personnes, et je le voyais rire à nouveau. Je croyais que tout cela signifiait que j'avais réussi. Mais la vérité était autre, plus dure, comme un goût amer qu'on ignore jusqu'à ce qu'il devienne impossible à oublier. Mon fils avait commencé à s'éloigner de moi. Au début, ce n'était que des signes subtils, un regard fuyant, des réponses brèves, une impatience nouvelle dans sa voix. Puis, il a commencé à éviter de rentrer à la maison, à cacher son téléphone dès que j'entrais dans une pièce, à s'enfermer dans un silence qui ne lui ressemblait pas. Ce silence, je le connaissais pourtant mieux que personne. C'était celui que j'avais moi-même porté pendant toute mon adolescence pour cacher mes propres blessures. Lorsque je l'ai reconnu chez lui, même si je ne savais pas encore ce qu'il signifiait, j'ai compris que quelque chose de grave se préparait. Le jour où il m'a dit de sortir, ce jour précis, je m'étais levé plus tôt que d'habitude. J'avais passé toute la matinée à réparer une vieille étagère dans le salon, celle qui menaçait de s'effondrer depuis des semaines. En entendant ses pas dans l'escalier, j'ai voulu lui annoncer que la maison serait un peu plus en ordre pour lui, que je faisais de mon mieux, comme toujours. Mais en entrant dans la pièce, il n'a lancé aucun regard à l'étagère. Ses yeux se sont posés sur moi, froids, presque étrangers, et il m'a simplement dit de sortir. À cet instant, j'ai senti comme une lame glacée traverser ma poitrine. Je me suis exécuté sans comprendre, trop surpris pour parler, trop blessé pour protester. En franchissant la porte, j'ai soudain réalisé à quel point la rue semblait vue d'un autre monde. Je me suis appuyé contre la rambarde de l'escalier extérieur pour reprendre mon souffle. Je ne savais pas s'il fallait attendre, insister pour comprendre, ou disparaître comme il me le demandait. Finalement, dans une panique confuse, j'ai sorti mon téléphone et appelé la seule personne en qui j'avais encore confiance, celle qui m'avait toujours aidé dans les moments les plus sombres, ma sœur, Élodie. Elle avait toujours su voir clair dans nos histoires familiales, comprendre ce que je ne parvenais jamais à exprimer. Quand elle a décroché, j'ai senti un poids quitter mes épaules, juste le temps d'un battement de cœur. Je n'ai pas expliqué en détail ce qui venait de se passer, je n'en avais pas la force, mais elle a compris que quelque chose n'allait pas et m'a demandé de passer chez elle. Le lendemain, je me suis rendu chez Élodie très tôt. Je n'avais presque pas dormi, ruminant encore cette phrase lancée par mon fils, comme un verdict définitif. Ma sœur m'a ouvert la porte avec un visage grave, mais elle n'a posé aucune question. Elle savait que j'avais besoin de temps pour parler. Nous nous sommes installés dans son petit salon, celui qui sentait toujours la cire chaude et le café frais, et je me suis senti un peu moins seul pour la première fois depuis longtemps. Je lui ai tout raconté, en partant du début, en passant par la distance croissante de mon fils, ses silences, son regard qui devenait chaque jour plus dur, comme s'il apprenait à me haïr en secret. À mesure que je parlais, une vérité glaçante a commencé à se dessiner. Mon fils fréquentait depuis plusieurs mois un groupe de personnes que je ne connaissais pas, mais que ma sœur avait déjà croisées dans le quartier. Elle m'a dit qu'ils n'avaient pas bonne réputation, qu'ils semblaient manipuler ceux qui les rejoignaient, les poussant à rompre avec leur famille. Elle les avait vus traîner devant un bar abandonné, toujours en train d'attirer des jeunes en difficulté, des garçons et des filles perdus,
fragiles, facilement influençables. Elle m'a dit que quelque chose en eux lui avait paru dangereux, presque toxique. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac en comprenant que mon fils, mon seul enfant, celui pour qui j'avais tout sacrifié, était peut-être tombé sous l'influence de gens qui voulaient le modeler à leur image. J'ai repensé à me demander s'il avait cherché volontairement à s'éloigner de moi ou si on l'Y avait poussé. J'ai revu son regard froid, sa voix cassante, son ordre de quitter la maison. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas l'enfant que j'avais élevé dans la tendresse et la patience. On lui avait mis quelque chose dans la tête. On lui avait volé sa confiance, son identité, peut-être même son amour. Assis dans le salon de ma sœur, je me suis demandé à quel moment tout cela avait commencé à dérailler. Peut-être que j'avais été trop occupé par mon travail pour remarquer les premiers signes. Peut-être que j'avais sous-estimé sa solitude, sa vulnérabilité. Peut-être qu'en voulant trop bien faire, j'avais fini par me rendre aveugle à ce qui le détruisait. Cette idée m'a rongé pendant de longues minutes, mais Élodie m'a ramené à la réalité. Elle m'a dit que ce n'était pas de ma faute, que les manipulateurs savaient parfaitement repérer les blessures qu'ils pouvaient exploiter. Elle m'a rappelé que mon fils avait grandi sans mère et qu'il avait parfois exprimé une certaine révolte intérieure, une faille que ce groupe avait sans doute utilisée pour s'imposer dans sa vie. À cet instant, une nouvelle sensation a commencé à monter en moi, profonde, violente, brûlante, la nécessité de comprendre, la nécessité de savoir ce que ces gens avaient fait à mon fils. Et derrière cette nécessité, une autre émotion, plus sombre, que je n'osais pas encore nommer mais qui prenait déjà forme dans l'ombre, la vengeance. Ce n'était pas seulement une colère aveugle. C'était l'instinct d'un parent qui sent que son enfant est en danger, manipulé, dépossédé de sa liberté. Je n'étais pas prêt à abandonner mon fils, pas même face à lui-même. C'est dans cet état que j'ai passé la nuit suivante, incapable de trouver le repos, tournant en rond dans le salon de ma sœur, revisitant encore et encore les derniers mois pour comprendre ce qui avait été brisé. Je me suis souvenu de toutes ces fois où je l'avais trouvé devant son téléphone, l'air tendu, comme s'il recevait des messages qui le mettaient sous pression. Je me suis souvenu de la fois où il était rentré tard avec une ecchymose sur le bras, qu'il avait attribuée à une chute, mais dont la forme ressemblait plus à une marque de prise violente. Je me suis souvenu de ses vêtements qui disparaissaient, remplacés par d'autres, toujours noirs, comme s'il adoptait progressivement un uniforme imposé. Je me suis souvenu de son regard, qui n'était plus le sien, comme si quelqu'un tirait les ficelles depuis l'intérieur. Ce soir-là, j'ai compris que je ne pouvais plus rester spectateur. J'ai décidé de reprendre ma place dans la vie de mon fils, même si cela signifiait affronter des gens dangereux, même si cela impliquait de réveiller en moi une part que j'avais essayé d'oublier, une part que j'avais enterrée depuis des années. J'avais longtemps vécu dans la retenue, dans la volonté pacifique de reconstruire ma vie malgré mes erreurs. Mais certains événements vous ramènent à ce que vous êtes vraiment, ou plutôt à ce que vous avez été avant d'essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Je me suis levé au milieu de la nuit, poussé par une certitude plus forte que la fatigue. J'ai décidé de retrouver ces personnes dont ma sœur avait parlé, ces individus qui avaient pris possession de l'esprit de mon fils. Je savais où ils se réunissaient. J'avais souvent aperçu ce bar abandonné en passant devant, sans jamais imaginer qu'il deviendrait un jour le centre d'un drame familial. En marchant dans la rue déserte, je sentais le vent nocturne caresser mes cheveux, mais il n'était pas assez fort pour calmer la rage qui bouillonnait en moi. J'avais peur, évidemment. Mais la peur, je la connaissais trop bien pour qu'elle m'arrête. Quand je suis arrivé devant le bar, les lumières à l'intérieur étaient éteintes. Je me suis approché des fenêtres sales, essayant d'apercevoir un signe de vie. Je n'ai vu que des silhouettes de chaises renversées et des tables couvertes de poussière. Tout semblait abandonné, mais quelque chose dans l'air me disait que cet endroit n'était que la façade d'un autre lieu, plus secret, plus important. Je suis resté un moment immobile, écoutant les sons de la nuit, mais rien ne semblait indiquer une présence humaine. Pourtant, je sentais que tout commençait ici. Je ne savais pas encore ce que je trouverais. Je ne savais pas encore ce que cela provoquerait. Je savais seulement que je n'allais plus reculer. Et que le lendemain, tout allait changer. La nuit où je suis resté planté devant ce bar abandonné, j'ai compris que je ne pouvais pas agir dans la précipitation. Mon fils n'était pas seulement perdu dans une mauvaise fréquentation.
Il était sous l'emprise d'un groupe organisé, structuré, un groupe qui savait attirer des jeunes fragiles pour les façonner peu à peu, les isoler de leurs repères, les rendre dépendants. Je l'avais vu dans ses yeux, ce n'était plus une simple rébellion d'adolescent tardive, c'était une soumission profonde, presque comme si son esprit avait été programmé pour me rejeter. Alors, au lieu de frapper à cette porte morte, j'ai préféré prendre du recul et observer. J'ai attendu, caché dans l'ombre, observant chaque coin de la rue, chaque voiture, chaque silhouette qui passait. L'endroit semblait vide, mais je sentais qu'il ne l'était pas vraiment. On n'abandonne pas un lieu qui exerce une influence aussi puissante sur les jeunes du quartier. L'absence apparente n'était qu'un leurre. Au petit matin, alors que le soleil commençait à teinter le ciel d'un bleu pâle, j'ai enfin vu quelque chose. Un homme, ou du moins une silhouette, est sorti du bâtiment par une petite porte latérale que je n'avais jamais remarquée auparavant. Il était grand, vêtu tout de noir, sa démarche lente mais assurée, comme quelqu'un qui n'a rien à cacher parce qu'il sait que personne n'oserait le défier. Il a tiré derrière lui un chariot métallique contenant des caisses, sans logo, sans inscription, juste des boîtes grises. Il les a chargées dans un fourgon blanc, puis est reparti sans se presser. J'ai eu l'impression qu'il savait que quelqu'un l'observait, mais qu'il n'en avait cure. Comme si sa tranquillité venait de la certitude que son groupe contrôlait déjà les failles du quartier. En le voyant, une idée a traversé mon esprit, si je voulais comprendre ce qu'ils avaient fait à mon fils, il fallait que je les observe comme eux m'avaient observé, dans le silence, dans l'ombre, avec patience. Je suis revenu chez ma sœur sans faire de bruit. Elle dormait encore, épuisée par les heures où elle m'avait écouté. Je me suis assis dans la cuisine, un café tiède entre les mains, et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais vu. Ce groupe ne ressemblait pas à une bande de jeunes sans but. Il y avait une structure, des moyens, un système. Ils avaient des horaires, des règles, un lieu de réunion. Ils avaient leur propre langage, leurs symboles, leurs vêtements, leurs méthodes d'endoctrinement. Et au centre de tout cela, il y avait mon fils, perdu dans leur filet. L'idée qu'il puisse être utilisé pour leurs objectifs, qu'ils puissent se servir de lui comme d'un pion dans leur jeu, me rendait malade. Je n'étais pas seulement inquiet. J'étais déterminé. Il n'était plus question d'être spectateur. Il n'était plus question de subir. C'est dans cet état d'esprit que je suis retourné chez moi le lendemain, pour la première fois depuis qu'il m'avait ordonné d'en partir. J'ai ouvert la porte avec une étrange appréhension, comme si j'entrais dans un lieu que je ne reconnaissais plus. La maison était parfaitement silencieuse. Trop silencieuse. Mon fils n'était pas là. Le salon était rangé, presque trop propre, comme si quelqu'un avait effacé toute trace de vie. J'ai parcouru la pièce du regard, tentant de comprendre ce que cette mise en scène signifiait. Sur la table, il y avait une tasse encore tiède, preuve qu'il était parti récemment. Ce détail m'a rassuré et inquiété en même temps. Où était-il allé? Avec qui? Et surtout, qu'allait-il faire? En me déplaçant dans la maison, j'ai remarqué un détail qui m'a glacé le sang. Dans sa chambre, sur le lit, il y avait un sac à dos ouvert contenant des vêtements noirs, une paire de gants et une petite pochette dont il ne se séparait jamais, celle dans laquelle il rangeait d'habitude ses papiers personnels. Mais à présent, elle était vide. Ce qui signifiait qu'il les avait sur lui. Cela m'a confirmé qu'il préparait quelque chose, qu'il se rendait quelque part avec un objectif précis. J'ai alors ressenti une peur nouvelle, celle qu'il utilise pour commettre une action dangereuse, quelque chose qui le dépasserait complètement, quelque chose qui pourrait le briser à jamais. Je me suis assis sur son lit, submergé par un mélange d'émotions, la tristesse de voir à quel point il m'échappait, la culpabilité de ne pas avoir su le protéger plus tôt, la colère contre ces gens qui s'étaient insinués dans sa vie, et une détermination presque sauvage de le récupérer coûte que coûte. En regardant sa chambre, je me suis souvenu des années où il était petit, où il venait me rejoindre dans le salon avec un sourire éclatant, où il me montrait fièrement ses dessins maladroits, où il riait pour un rien. Comment un enfant si doux pouvait-il être transformé en un jeune homme dur, distant, presque vide? La réponse était simple, quelqu'un l'avait modelé pour cela. Le soir même, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginé prendre. J'ai décidé de retourner devant le bar abandonné, mais cette fois-ci sans observer de loin. J'allais entrer.
J'allais affronter ces gens. J'allais comprendre ce qu'ils faisaient, même si cela signifiait risquer ma propre sécurité. Je ne pouvais plus rester dans l'ignorance. Je ne pouvais plus accepter l'idée que mon fils pouvait être utilisé pour quelque chose d'ignoble. En marchant dans la nuit vers ce lieu sombre, je sentais la colère brûler dans ma poitrine. C'était une colère froide, méthodique, celle qui vous pousse à agir sans trembler, celle qui naît lorsqu'on vous arrache ce que vous avez de plus précieux. Quand je suis arrivé devant le bâtiment, j'ai trouvé la porte latérale légèrement entr'ouverte, comme si quelqu'un l'avait laissée ainsi pour revenir rapidement. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré. L'intérieur sentait la poussière, l'alcool renversé et quelque chose de plus ancien, comme une odeur de moisissure incrustée dans les murs. La salle principale était plongée dans la pénombre, mais je percevais des traces d'activité récente, des tables déplacées, des chaises rassemblées en cercle, des bouteilles posées ici et là, des papiers froissés au sol. Ce n'était pas un bar ordinaire. C'était un lieu de réunion, un lieu où l'on venait pour écouter, pour apprendre, pour obéir. En avançant, j'ai remarqué un escalier menant à une cave. La porte était fermée, mais je pouvais entendre un léger bourdonnement venant d'en bas, comme des voix lointaines ou peut-être une ventilation. J'ai posé la main sur la poignée, hésitant un instant. J'avais peur de ce que j'allais découvrir, peur de tomber sur ce groupe alors qu'ils étaient réunis, peur d'être pris au piège. Mais une force en moi m'a poussé à tourner la poignée. La porte s'est ouverte dans un grincement lent qui m'a donné des frissons. L'obscurité du sous-sol semblait m'avaler, mais je suis descendu malgré tout, une marche après l'autre, déterminé à aller jusqu'au bout. Au bas de l'escalier, j'ai découvert une pièce insoupçonnée. Elle était éclairée par une lumière blanche et froide, presque clinique, ce qui contrastait avec l'ambiance sale du bar. Il y avait des tables alignées, des cahiers ouverts, des dossiers, des schémas accrochés au mur, des photos de jeunes, ceux du quartier. Certains avaient des annotations à côté de leur visage, comme des évaluations ou des instructions. J'ai parcouru les murs, horrifié. Ils classaient les jeunes selon leurs faiblesses, leur situation familiale, leurs émotions. Ils savaient exactement qui recruter, qui pousser à rompre avec sa famille, qui manipuler facilement. Et parmi ces photos, j'ai vu celle de mon fils. En dessous de son visage, il y avait une note écrite d'une main ferme, instable émotionnellement, sujet idéal, et une autre mention plus récente, en phase finale. J'ai senti ma gorge se nouer, mes mains trembler. Que avait-il fait? Que avait-il prévu pour lui? Qu'était donc cette phase finale? Et surtout, pourquoi mon fils? Je savais qu'il avait des blessures, qu'il avait grandi avec un manque, qu'il avait parfois exprimé du ressentiment envers le monde. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'un groupe puisse l'exploiter ainsi, jusqu'à lui retirer son libre arbitre. Alors que j'essayais de comprendre ce que signifiait tout cela, j'ai entendu un bruit derrière moi. Quelqu'un entrait dans la pièce. Je me suis retourné et j'ai vu l'homme en noir que j'avais aperçu la veille. Il m'a regardé sans surprise, comme s'il m'attendait. Je n'ai pas entendu un mot, mais j'ai compris dans son regard qu'il savait exactement qui j'étais. Il n'a pas avancé vers moi, mais il n'en avait pas besoin. Sa seule présence imposait une tension presque insoutenable. Il savait que je venais pour mon fils, et il savait aussi que j'avais vu trop de choses pour repartir tranquillement. Pendant un instant qui m'a paru durer une éternité, nous sommes restés silencieux, face à face, comme deux prédateurs se jaugeant. J'ai senti une rage monter en moi, une rage que je n'avais pas ressentie depuis des années, une rage qui venait de mes tripes, nourrie par la peur, la souffrance et l'amour que j'avais pour mon fils. J'aurais voulu me jeter sur lui, le frapper, exiger des réponses. Mais je savais que ce serait inutile. Je n'étais pas ici pour mourir. J'étais ici pour sauver mon fils. Alors je suis parti. Je me suis retourné, j'ai traversé la pièce, gravi les escaliers aussi vite que possible, retournant dans la nuit avec une idée plus claire de ce qui m'attendait. Ce que j'avais découvert n'était que la surface d'un système bien plus vaste. Si je voulais récupérer mon fils, je devais frapper non pas sur un homme, mais sur l'ensemble de ce groupe. Je devais les faire tomber un par un, méthodiquement, intelligemment, sans qu'ils ne puissent me voir venir. Cette nuit-là, en marchant dans la rue déserte, j'ai compris que je n'étais plus seulement un père blessé. J'étais devenu un homme en guerre.
Une guerre silencieuse, dangereuse, mais juste. Et au fond de moi, une certitude prenait forme, ce qu'ils avaient fait à mon fils, ils allaient le payer. Lorsque je suis rentré chez ma sœur après avoir découvert la salle secrète du bar, ma tête bourdonnait de pensées. Je sentais que quelque chose en moi venait de basculer définitivement. Pendant trop longtemps, j'avais enduré la vie en avançant prudemment, en évitant les conflits, en espérant que la patience suffirait à réparer ce que le passé avait brisé. Mais cette époque était finie. Les gens qui avaient pris mon fils dans leur filet savaient ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas des amateurs. Ils étaient organisés, méthodiques, prêts à tout pour conserver leur influence. Ils considéraient les jeunes du quartier comme des ressources à exploiter, des outils façonnés par la vulnérabilité. Et moi, je n'étais plus disposé à les laisser faire. L'idée de vengeance se cristallisait dans mon esprit, non pas comme une pulsion violente, mais comme un chemin froid, calculé, nécessaire. J'ai passé les heures suivantes à réfléchir en silence. Ma sœur ne m'a pas dérangé, elle voyait dans mon regard que je n'avais plus besoin de mots. Toute ma vie, j'avais évité l'affrontement direct. J'avais voulu être un père stable, responsable, qui ne retombe pas dans les erreurs de sa jeunesse. Mais j'avais aussi grandi dans la rue, dans un environnement où il fallait apprendre à lire les intentions des autres avant qu'ils ne lisent les vôtres, où la survie dépendait plus de l'instinct que de la chance. Les années avaient atténué ces réflexes, mais elles ne les avaient pas effacés. Cette partie de moi, que j'avais hanté d'étouffer pour devenir un adulte respectable, revenait maintenant à la surface comme un vieux démon réveillé par la douleur. J'ai commencé par rassembler des informations. Je devais comprendre la structure du groupe, leurs mouvements, leurs membres, leurs habitudes. Je suis retourné plusieurs fois autour du bar abandonné, sans jamais m'en approcher autant que la première fois. Je voulais les observer dans leur routine, découvrir comment ils fonctionnaient, qui entrait, qui sortait, à quelles heures, et pourquoi. Pendant plusieurs jours, j'ai suivi le fourgon blanc que j'avais vu la première fois. Il ne se rendait pas à un seul endroit, mais à plusieurs, comme s'il servait de lien entre différentes cellules du même réseau. Un jour, il s'arrêtait près d'un entrepôt délabré, un autre, devant une maison à l'abandon, où des jeunes entraient et sortaient à intervalles réguliers. Plus je suivais leurs mouvements, plus je comprenais que ce groupe n'était pas simplement un cercle de manipulation, mais une organisation structurée, comme une toile invisible qui s'étendait sur toute la ville. Pendant ce temps, je ne voyais pas mon fils. Il ne revenait plus à la maison. Pas une fois. Son absence me rongeait. Chaque nuit, je m'imaginais ce qu'il pouvait lui faire, ce qu'il pouvait lui dire pour qu'il me rejette ainsi. Je repensais à son regard froid, à la façon dont il m'avait expulsé de chez nous comme si je n'étais qu'un intrus. Je me demandais si quelque chose en lui subsistait encore, si quelque part, sous la couche d'endoctrinement, il restait une trace du garçon qu'il avait été, celui que j'avais vu grandir, celui qui riait dans le salon avec un enthousiasme contagieux. Mais je ne pouvais pas compter sur l'espoir. L'espoir, je le savais désormais, rend faible. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un plan. La première étape était d'isoler l'un des membres du groupe. Je ne voulais pas l'affronter physiquement, cela n'aurait mené à rien. Je devais comprendre leur fonctionnement interne, leurs intentions exactes, et surtout ce que signifiait la mention « phase finale » sur le dossier de mon fils. J'ai repéré un homme plus jeune que les autres, souvent seul, un rouage secondaire mais suffisamment présent pour que son emploi du temps soit prévisible. Pendant plusieurs jours, je l'ai suivi, observant ses trajets, son comportement, sa routine. J'ai remarqué qu'il se rendait souvent au même endroit, un vieux parking souterrain presque désert, où il s'arrêtait quelques minutes avant de repartir. C'était le lieu idéal. Un soir, après avoir vérifié qu'il n'était accompagné de personne, je l'ai suivi jusque dans le parking. J'ai attendu qu'il sorte de son véhicule, puis j'ai avancé, lentement mais avec détermination. Il n'aurait pas de témoin. Je ne lui ai pas laissé le temps de comprendre ce qui se passait. Je ne l'ai pas frappé. Je me suis simplement placé devant lui, lui bloquant la sortie, imposant ma présence. Je lui ai transmis toute la colère et la détermination que je portais en moi sans prononcer un mot. J'ai vu son visage se figer, non pas de peur, mais de reconnaissance. Il savait qui j'étais. Il savait que j'étais le père de l'un de leurs sujets.
Cela signifiait que je n'étais pas un inconnu pour eux. Cela signifiait aussi que je représentais désormais une menace. L'homme n'a pas cherché à fuir. Il a compris que ce n'était pas une altercation physique. Il a simplement tourné légèrement la tête, comme si un détail dans l'ombre l'intriguait, puis il a sorti quelque chose de sa poche, un objet discret, une sorte de badge marqué d'un symbole que je n'avais jamais vu. Il me l'a tendu lentement, sans me toucher. Je n'ai pas su si c'était une provocation, un avertissement ou une façon de me signifier que j'étais entré dans un terrain où je n'avais pas ma place. Je n'ai pas pris cet objet. Je l'ai observé en silence, puis je me suis retourné et je suis parti. Je sentais son regard sur moi, un regard chargé de suspicion, de menace, peut-être même de pitié. En remontant jusqu'à la surface, j'ai compris que ce que je venais de faire avait des conséquences. Je venais de me dévoiler. À partir de ce moment-là, tout s'est accéléré. J'ai commencé à remarquer des voitures qui roulaient lentement près de chez ma sœur. Des silhouettes qui semblaient attendre à distance. Des gens que je n'avais jamais vus avant, mais qui observaient la maison avec une attention malsaine. Ils savaient que j'enquêtais. Ils savaient que je m'approchais trop près. Et ils réagirent comme toute organisation secrète le ferait face à une menace extérieure, en resserrant l'étau. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je m'attendais à cela. J'avais grandi dans un environnement où il fallait toujours prévoir l'étape suivante, où la méfiance constante était la meilleure arme. Alors, au lieu de reculer, j'ai décidé d'avancer encore plus vite. Je savais que l'effet de surprise ne durerait pas. S'ils me surveillaient, cela signifiait que je n'avais plus beaucoup de temps pour agir avant qu'ils ne déplacent mon fils, ou pire, avant qu'ils ne l'utilisent dans leur fameuse phase finale. J'ai alors pris la décision la plus difficile de ma vie, j'ai quitté la maison de ma sœur en pleine nuit pour ne pas les mettre en danger. Je lui ai laissé un mot, court, presque brutal, lui disant de ne pas s'inquiéter. Je savais qu'elle s'inquiéterait malgré tout. Mais je ne pouvais plus rester auprès d'elle, leur présence rôdait trop près. Si quelque chose devait arriver, ce serait à moi, pas à elle. J'ai passé plusieurs jours dans un petit hôtel anonyme, observant les mouvements autour des lieux que j'avais repérés. Le fourgon, notamment, avait changé d'itinéraire, comme si le groupe essayait de brouiller les pistes. Mais j'avais passé trop de temps à les suivre pour être facilement perdu. Je connaissais leurs habitudes, leurs détours, leurs fausses pistes. Et un soir, j'ai enfin découvert quelque chose de décisif. Le fourgon s'est arrêté dans une zone industrielle isolée, devant un hangar dont les vitres étaient masquées par des plaques métalliques. À première vue, il semblait abandonné, comme tous les bâtiments de cette zone. Mais il y avait un détail troublant, la serrure de la porte principale était neuve. Trop neuve. Je me suis approché, dissimulé entre deux camions rouillés, et j'ai attendu. Après quelques minutes, j'ai entendu des voix étouffées derrière les murs. Elles étaient nombreuses, confondues dans un murmure régulier, comme une sorte de réunion ou de rituel. Mon cœur s'est accéléré. C'était là qu'ils se regroupaient. Et j'ai eu la certitude que mon fils était à l'intérieur. La nuit tombait et une brume légère recouvrait les environs. C'était le moment idéal. Je n'avais pas d'armes, seulement ma détermination et une stratégie précise, provoquer une distraction pour forcer leur sortie. J'ai contourné le hangar et trouvé une vieille benne remplie de débris. À côté, un baril renversé contenait encore des traces d'huile. J'ai ramassé un morceau de métal, les imbibé dans l'huile et les frappé contre la benne pour créer un bruit assourdissant. Immédiatement, j'ai entendu les voix à l'intérieur s'arrêter net. J'ai répété l'action, puis j'ai jeté le morceau de métal loin de moi pour détourner leur attention dans une direction précise. Quelques secondes plus tard, la porte du hangar s'est ouverte violemment. 3 hommes en noir sont sortis, scrutant la zone. Ils se sont dirigés vers le bruit, exactement comme je l'avais prévu. Je me suis précipité vers l'entrée, glissant à l'intérieur avant que quelqu'un ne referme la porte. L'intérieur était éclairé par des néons blancs et froids, ce qui donnait à la scène une dimension presque irréelle. Une trentaine de jeunes étaient présents, assis en cercle, leurs visages concentrés, leurs yeux fixés sur un homme debout au centre. Et parmi eux, j'ai vu mon fils. Il était là, immobile, ses traits figés, son regard dur. Il ne m'avait pas vu entrer.
Je me suis approché doucement, me faufilant entre les ombres du hangar. Je sentais mon cœur battre si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Mais personne ne faisait attention à moi. Tous étaient absorbés par l'homme au centre, celui qui parlait d'une voix grave et hypnotique. Je ne comprenais pas les mots, mais je reconnaissais le ton. C'était le ton que les manipulateurs utilisent pour briser les esprits et les reconstruire selon leur volonté. Je ne pouvais pas l'interrompre. Pas encore. Je devais attendre le moment juste. Alors j'ai observé. Le chef du groupe parlait de loyauté, de sacrifice, d'un avenir qui ne pouvait être construit qu'en obéissant aveuglément. Il parlait de couper les liens avec les familles, comme si celles-ci étaient des chaînes. Il parlait de mission, de devoir, de preuve finale. Et lorsqu'il a mentionné cette dernière expression, j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. J'ai compris que la phase finale, mentionnée dans le dossier de mon fils, n'était pas une étape d'endoctrinement. C'était une épreuve. Une épreuve qui risquait de lui coûter sa liberté, sa vie ou sa conscience. Je devais agir. Alors, sans réfléchir davantage, je suis sorti de l'ombre et j'ai frappé un coup sec sur une table métallique à côté de moi. Le son a résonné dans tout le hangar. Tous les regards se sont tournés vers moi. L'homme au centre s'est arrêté, surpris. Mon fils s'est levé brusquement, comme tiré de son état. Pendant quelques secondes, un silence total a envahi la pièce. Je sentais leurs regards sur moi, des regards lourds de menaces. Mais je n'ai pas flanché. J'ai avancé, pas à pas, sans détourner les yeux de mon fils. Je voulais qu'il me voie. Je voulais que, dans ce chaos, quelque chose en lui se réveille, quelque chose qui lui rappelle qui j'étais, qui il était, et tout ce que nous avions traversé ensemble. Un mouvement brusque a éclaté derrière moi. 2 hommes se sont précipités vers moi pour m'arrêter. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Mon corps a agi avant mon esprit. J'ai esquivé le premier, repoussé le second, me débattant avec une force que je ne me connaissais plus. Mais ils étaient trop nombreux. En quelques secondes, j'ai été projeté au sol, immobilisé par plusieurs poids sur mes bras et mes jambes. Le chef s'est approché lentement, son visage impassible, comme celui d'un juge prêt à prononcer une sentence irrévocable. Mais avant qu'il ne puisse faire un geste, j'ai entendu un cri. Un cri qui a lacéré le silence, un cri que je connaissais trop bien. Mon fils s'était levé brusquement, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une émotion dans ses yeux. Une émotion brute, incontrôlée. Il ne supportait pas de me voir au sol, menacé. Quelque chose en lui venait de se briser. Ou de se réveiller. Les hommes qui me tenaient ont hésité une seconde, surpris. Ce laps de temps m'a suffi pour me libérer d'un bras, puis de l'autre. J'ai roulé sur le côté et me suis relevé, haletant. Le hangar entier était plongé dans le chaos. Les jeunes étaient désorientés. Certains reculaient, d'autres semblaient perdus. Le discours hypnotique du chef venait d'être brisé, son pouvoir fragilisé. Et mon fils, au milieu de tout cela, me regardait comme s'il sortait enfin d'un long cauchemar. Je me suis approché de lui, lentement. Il ne bougeait pas. Ses yeux étaient humides. Ses mains tremblaient. J'ai vu dans son regard la lutte intérieure, le doute, la peur, mais aussi l'amour qu'il avait essayé d'enterrer. Puis, un bruit sourd a éclaté derrière nous. Le chef venait de donner un ordre, et plusieurs hommes se dirigeaient vers nous. Il n'y avait plus de temps. J'ai attrapé la main de mon fils, la seule chose que je pouvais faire, et j'ai couru vers la sortie. Il n'a pas résisté. Au contraire, il a serré ma main, comme s'il se raccrochait à la dernière chose réelle de sa vie. Nous avons traversé le hangar en évitant les silhouettes, bousculant ceux qui tentaient de nous bloquer. Je pouvais sentir leur colère, leur incompréhension. Ils perdaient le contrôle. Lorsque nous avons atteint la porte, j'ai donné un coup d'épaule pour l'ouvrir. L'air froid de la nuit nous a frappés de plein fouet. Mon fils respirait difficilement, comme s'il venait de sortir d'une pièce sans oxygène. Nous avons couru encore, jusqu'à atteindre les rues désertes. Je sentais son souffle derrière moi, rapide, paniqué mais vivant. Vivant, surtout. Enfin. Quand nous nous sommes arrêtés, plusieurs rues plus loin,
je me suis tourné vers lui. Son visage avait changé. L'expression dure s'était complètement effacée. Il avait l'air d'un enfant perdu, fragile, brisé. Il tremblait, non pas de froid, mais de peur et de soulagement mêlés. Je n'ai rien dit, mais j'ai posé une main sur son épaule. Il a fermé les yeux, et pour la première fois depuis très longtemps, je l'ai vu redevenir lui-même. Nous avons marché longtemps, sans nous retourner. Je savais qu'il ne nous laisserait pas tranquilles. Pas après ce que je venais de faire. Pas après avoir brisé leur emprise. Mais je n'avais plus peur. J'avais récupéré mon fils. J'avais réveillé quelque chose en lui. La route serait longue, difficile, peut-être même dangereuse. Mais nous étions ensemble. La vengeance ne résidait pas dans la violence. Elle résidait dans le fait de leur retirer ce qu'ils voulaient, le contrôle, l'obéissance, la destruction des familles. En reprenant mon fils, j'avais brisé leur chaîne. Et cela, pour eux, était la pire des vengeances. Je savais qu'ils tenteraient encore. Mais je savais aussi que, désormais, ils devraient affronter un homme qui avait traversé l'enfer pour son enfant. Et un fils qui retrouvait peu à peu sa liberté. Et dans les rues silencieuses de cette nuit-là, je me suis fait une promesse, plus jamais personne ne viendrait entre nous. Jamais.